Audio numéro 21, première partie. Gloire à Allah le miséricordieux, le très miséricordieux qui a dit dans le Saint-Coran que toute âme goûtera à la mort. Que la prière et le salut d'Allah soient sur Mohammed, le sceau des prophètes qui a dit dans son sermon d'adieu: Ô peuple, considérez la vie de chaque musulman comme sacrée. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Vous n'infligerez et vous n'endurerez aucune injustice. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et de Hawa. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. Les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs et les noirs ne sont pas supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre si ce n'est en piété ou en bonnes actions. Ô peuple, vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous qu'un jour vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Mes chères auditrices et auditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre témoignage de notre compatriote, l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 149, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosseya, l'ex-officier témoigne. Les retrouvailles entre officiers donnent lieu à un échange de nouvelles et de confidences. Ils ont tous un parcours presque identique: arrestation, torture, aveux extorqués. Certains d'entre eux m'avoueront qu'on les avait obligés à me charger dans leur déposition entre guillemets. Le capitaine Diop Ibrahima me dit qu'un prisonnier a été exécuté devant lui pour l'obliger à opposer sa signature sur un papier déjà rempli. Il ne connaît pas le prisonnier, n'étant lui-même muté à la région que très récemment. Un soldat s'est approché du prisonnier et lui a enfoncé une baïonnette dans le cœur. Quand ce dernier a cessé de bouger, on lui a présenté la feuille qu'il était obligé de signer. Il a été torturé avant cela, mais n'avait pas voulu signer leur papier. Seydi Diop. Intraduisible en français, mais rassurez-vous, ce n'est pas un gros mot. Dans ses aveux entre guillemets, il est question d'un entretien entre lui et moi. Entretien au cours duquel je lui avais parlé des flammes forces de libération africaines de Mauritanie. Je n'ai jusque-là jamais rencontré quelqu'un qui se réclame de ce mouvement.
J'en ai entendu parler comme tout le monde par les médias. Et d'un coup, me voilà sacré porte-flambeau d'une organisation dont je ne connais pas un seul membre. D'autres parmi les officiers ont été eux aussi contraints de me citer dans leurs aveux entre guillemets. Apparemment, quelqu'un cherche à me charger le plus possible. C'est beaucoup plus tard que je saurai que le colonel Oulboylil a donné des instructions à tous les enquêteurs de Nouadhibou, enquêteurs entre guillemets, de définir les rapports qui me lient à tous les prévenus, gendarmes, gardes, policiers ou civils, sans parler des militaires. Cela a suffi pour orienter les enquêteurs entre guillemets, qui ne savent même pas quoi chercher. Le temps est donné. Ma surprise est grande quand le lieutenant Traoré Sigino allume une bougie. Nous n'avons jamais eu de lumière depuis notre arrestation. Il me dit sur un ton moqueur, c'est normal, vous êtes les méchants, les mauvais et nous les bons. Nous discutons beaucoup plus tard ce soir. Nous réorganisons nos prières en fonction de notre nombre. La chasse aux poux nous occupe la plupart du temps. Le 28 avril, le lieutenant Ahmed Ouldey, après nous avoir rapporté les denrées que nous avions commandées, nous informe que les forces alliées ont attaqué l'Irak et que l'aviation irakienne n'a même pas eu la possibilité de décoller. Cette nouvelle nous comble de joie. Nous sommes convaincus que notre sort va connaître, sinon un aboutissement immédiat, du moins une nette amélioration. Nous savions depuis longtemps que le pouvoir irakien exerce une influence sur le régime mauritanien. Tout l'appareil de l'État est infiltré par les bassistes. Nos geôliers se réunissent par petits groupes avec des transistors collés aux oreilles. L'anxiété se lit sur leur visage, comme si le ciel leur était tombé sur la tête. C'est d'ailleurs un peu cela. Ce n'est pas l'Irak qui est attaqué par les Américains, mais eux. Ils sont indignés que des Occidentaux tirent sur des Irakiens à des milliers de kilomètres, alors qu'ils trouvent normal de torturer à mort des Mauritaniens comme eux. C'est ce que j'appellerais s'asseoir sur le cadavre d'un frère pour en pleurer un autre. Je suis presque sûr que n'eût été la présence du lieutenant Ahmed Ouldey, ils auraient pensé à nous faire payer cette attaque, vu qu'à leurs yeux, nous représentons le Yéhoud, le juif,
symbole de l'Occident, l'ennemi de l'islam. Ils sont tous préoccupés par la situation au Golfe. Ils attendent avec impatience la réaction du lion irakien, lion entre guillemets. Dans leur logique, Saddam Hussein devrait facilement débarrasser le monde d'un George Bush décidément trop prétentieux. En langue maure, Bush signifie bouteille. Donc cela ne doit pas résister longtemps au courage légendaire du lion irakien, lion entre guillemets. Mais le lion n'était en fait qu'un tigre en papier. Du coup, nous passons au second plan dans la hiérarchie de leurs préoccupations du moment. Tant mieux pour nous. Pour nous faire bénéficier de l'information, le lieutenant Ahmed Ould-Dey met le volume de son poste radio à fond et se met au milieu de la cour. Nous suivons donc l'évolution de la situation avec beaucoup de plaisir, contrairement à nos geôliers. Que Dieu donne à mon ennemi plus fort que lui, disent encore les peuples. J'espère seulement que cet hommage rendu à ce courageux officier ne lui portera pas préjudice. Mais à l'heure où tous les tortionnaires du monde entier sont mis à l'index, il me semble important de citer ceux qui ont pu aider ces pauvres victimes de la folie humaine que nous étions. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Ils appartiennent au rang de ceux qui, d'un simple geste, ont sauvé des vies et qui ont acquis en d'autres temps et sous d'autres cieux le statut de juste. Le lieutenant Ahmed Ould-Dey est de cette patte-là. Merci Ahmed. Fin de la première partie de l'audio numéro 21, la seconde pour le prochain. Suite de l'audio numéro 21, deuxième et dernière partie. À la page 152, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne. Nous évoquons des noms de militaires morts ou Haratin qui auraient agi comme lui. Je parle du soldat de première classe Mahmoud Ould Bilal qui fit mon ordonnance à la Guaira et dont la maturité dans ce domaine m'a toujours surpris. Il commettait certes beaucoup de petites fautes
retards et même quelquefois des absences. Je sanctionnais chacune de ses fautes. Mais dès qu'il sortait de la prison, il revenait à la maison. Quelques officiers morts blancs, dont le commandant de base de l'époque, le lieutenant Cheikh Ould-Chrouf, qui se taillera une solide réputation dans le cadre des déportations dans le sud du pays en 1989, lui disait: on t'avait demandé de travailler avec nous, mais tu as préféré ce Kouri, ce négro mauritanien. Regarde ce que tu gagnes aujourd'hui. Tu es tout le temps au Niouf. C'est bien fait pour toi. Mahmoud leur répondait invariablement: cela ne vous regarde pas, je suis son ordonnance et je le resterai. Dès que je sortirai du Niouf, je retournerai chez lui. Le lieutenant-ci ne me prend pas pour un esclave, lui, comme cela aurait été le cas avec l'un de vous. Chez lui, je suis considéré comme un membre de la famille. S'il me sanctionne, c'est parce que j'ai commis une faute. Et n'importe qui d'entre vous aurait fait de même. En plus, chez lui, nous mangeons tous ensemble. Tandis que chez vous, je me serais contenté de vos restes. Quand je suis parti en stage d'application à Attar, le colonel Ould-Boilil a tout fait pour le récupérer comme ordonnance. Il est même détaché dans une autre formation à la base de commandement régional. Dès mon retour de stage, il laisse entendre à son chef qu'il désire rejoindre sa formation La Guera. Ayant toujours refusé de travailler pour le colonel Boilil, il est muté hors de la région. Avant de partir, il vient me voir pour me dire qu'Ould-Boilil pouvait le muter où bon lui semblait, mais que lui, Ould-Bilal, ne travaillerait jamais avec un Haratin qui se comporte encore en esclave, fût-il un colonel et membre du CSMN, Comité militaire de salut national, instance dirigeante de l'époque. Nous convenons que c'est très courageux comme attitude de la part d'un soldat. Les autres aussi parlent de cas presque similaires. Les noms du capitaine Mohamed Lemine Ould-Meïn et du lieutenant Mohamed Lemine Ould-Messoud furent évoqués dans ce domaine pour leur intégrité. Nous avons de meilleures conditions de vie, bains et linge sont autorisés à chaque fois que nous en exprimons l'envie. Nous profitons de ces jours de linge pour étaler nos vêtements sur le sable chaud afin de tuer plus vite les poux. Une fois, je dis à Traoré qui franchissait la porte: regarde, il te rapporte ton pantalon, tes poux. Il se retourne instantanément et nous éclatons tous de rire. Quatre mois se sont écoulés, nous sommes en fin février. Notre pièce est restée ouverte toute la journée alors qu'habituellement elle ne l'est qu'une heure ou deux. Le lieutenant Ahmed Ouldey nous informe qu'une délégation venue de Nouakchott est à la région et qu'elle est là pour nous auditionner. Nos chaînes sont même retirées.
La délégation est dirigée par le commandant Ndiaga Dieng, un officier de la gendarmerie. Ndiaga est un négro-mauritanien de la communauté Wolof. Sa désignation à la tête d'une pareille commission d'enquête cautionne les éventuelles décisions qui pourront être prises par les autorités de Nouakchott. Une bonne partie sera entendue ce jour-là. Nous sommes interrogés sur la base des aveux avant entre guillemets. Il sera pratiquement impossible de sortir de ce cadre. Et nos tortionnaires attendront devant la porte tout le temps que dureront les auditions. J'apprends que beaucoup de gens ont parlé de moi. Après avoir entendu mon récit, Ndiaga me cite une liste de noms et me demande si je les connaissais. Selon lui, il s'agit de gendarmes, de douaniers, de policiers et de civils. Je n'en connais qu'un seul, un colonel des douanes, Wan Abdoulaye, qui est un ami. Pourtant, ils déclarent tous te connaître. Il insiste sur le nom d'un gendarme dont je ne me souviens plus du nom, avec qui j'aurais parlé des flammes. Encore et toujours cette organisation. Je ne réponds pas des déclarations des autres. De tous ceux que vous m'avez cités, je n'en connais qu'un, celui que je vous ai dit. Et je peux vous affirmer que les flammes n'alimentent pas nos conversations. Peut-on savoir de quoi vous parlez quand vous vous retrouvez? Nous discutons de tout et de rien. Nous parlons du pays et de ses problèmes comme tout le monde. Des sujets que je débat aussi bien avec mes collègues officiers tant négro-mauritaniens que maures. De quel genre de problème parlez-vous? De la situation dans la vallée du fleuve, des difficultés que rencontrent les Peuls, Soninké ou Wolof de cette région du pays, sans plus. Donc tu maintiens que tu n'as pas discuté des flammes avec aucune de ces personnes et ne pas connaître les autres alors que affirme te connaître? Mon commandant, moi je vous connais, mais je suis sûr qu'avant ce jour, vous ignoriez jusqu'à l'existence même de mon nom. Cela fait 8 ans que je travaille dans cette région. J'ai participé à tous les défilés qui ont marqué les différentes fêtes. Forcément, il doit y avoir des gens qui finissent par me connaître. Le surlendemain, le capitaine Khan Hamedine, le capitaine Si Abbas, le capitaine Diop Ibrahima, le lieutenant Soumaré Djamio et le lieutenant Djara Djadji sont convoqués dans le bureau du lieutenant Ahmed Oulde. Ils reviennent tous souriants et prennent leurs affaires. Diop Ibrahima nous dit qu'ils sont attendus par le colonel Oulboylil et qu'ils sont libres. Cette mesure ne manque pas de nous inquiéter. Pourquoi pas tout le monde, puisque nous sommes tous innocents? Le 5 mars dans l'après-midi, nous recevons l'ordre de préparer nos bagages. Enfin, nous allons être libres, pensais-je. Nous faisons rapidement nos baluchons. Les 2 camions qui s'arrêtent devant les cellules jettent un peu de froid sur mon enthousiasme.
Puis on se dit qu'après tout, pourquoi pas, si on doit tous être libérés, les camions constituent le moyen de transport le plus pratique. Par contre, ce qui ne colle pas, ce sont ces chaînes qui ne semblent pas presser d'enveloppe. Elles ne se justifient plus normalement. Et j'imagine déjà la joie de ma famille quand je débarquerai tout à l'heure. Tous nos espoirs s'envolent quand on voit les geôliers devant les camions avec des bandeaux à la main. Nous embarquons dans un seul camion. L'autre sera réservé à un groupe qui sera remis en liberté dès que nous serons partis. Une quinzaine de personnes en tout. Ce groupe se compose uniquement de sous-officiers et d'hommes de troupe. Nous faisons le trajet qui sépare la base de l'aéroport de Nouadhibou à la faveur de l'obscurité. Nous avons été placés les uns derrière les autres en position assise. Fin de la deuxième et dernière partie de l'audio numéro 21. Page 156. L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. Par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.